Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans Débriefing. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. D'abord, le sommaire. On va parler de ce qui fait l'actualité de ce mercredi 1er août avant d'aborder la question des archives dont on ne parle quasiment pas dans ce pays. Le retour de Jean-Pierre Bemba après 11 ans à l'extérieur. L'ancien vice-président de la République revient pour tenter de devenir président de la République. Retour triomphal, dirait beaucoup. Je cite Jean-Jacques Mamba, le porte-parole du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba. Je vis depuis 40 ans dans ce pays, je n'ai jamais vu un tel accueil. Welcome Jean-Pierre Bemba. Ainsi, des milliers de personnes se sont massées le long des routes depuis l'aéroport de Njili vers la Gombe où il aura ses quartiers. Voilà donc pour ces premières images parvenues à la rédaction de B1 Télévision. Merci beaucoup Michel. L'autre actualité qui fait grand bruit également, le retour annoncé de Moïse Katumbi. Il devrait rentrer ce vendredi 3 août. Son avion va-t-il atterrir? Sera-t-il arrêté comme le disent depuis très longtemps les autorités? On ne sait rien prédire pour l'instant. Il faut savoir qu'il est sous le coup de plusieurs décisions judiciaires. Jean-Pierre Bemba revient pour déposer sa candidature. Et les candidats opposants présidents vont devoir faire taire leurs égos pour se choisir un seul candidat. Jean-Pierre Bemba est candidat, Moïse Katumbi dont on parlait ici est candidat. Y aura-t-il une candidature commune? Question à 100 000 francs congolais. Et tandis qu'on a beaucoup de candidats déclarés, il y en a un qui est passé à l'acte. Seth Kikouni, inconnu du grand public, est désormais célèbre pour avoir été le premier à déposer son dossier du candidat président de la République. Les sujets en images. Seth Kikouni, premier candidat président, ce samedi, il est sorti du silence pour marquer le grand pas dans l'histoire du processus électoral à RDC. Il inaugure les bureaux de réception et de traitement des candidatures ouverts depuis le 25 juillet qui n'attendent que le dépôt des candidatures. C'est la plus grande décision pour la vie de ce candidat. D'abord, en tant que personne et en tant que citoyen, c'est la décision la plus importante de ma vie. Alors, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis très content de l'avoir fait. Et voilà. Un message à la population. Les élections de ce 23 décembre 2018 sont très importantes pour nous. Cette fois-ci, nous ne voulons pas les rester à l'écart. Cette fois-ci, nous voulons être acteurs et auteurs du changement. Nous avons dit rupture, nous avons dit renouvellement de la classe politique, nous avons dit rajeunissement de la classe politique. Pour cela, il faut un candidat. Et je me suis levé pour être ce candidat-là, le candidat de l'espoir. On veut redonner de l'espoir. Cette fois-ci, on ne va pas seulement observer de loin. Cette fois-ci, nous allons participer et nous allons nous assurer que toute la population aille voter. Ce jeune candidat jure sur la rupture pour le renouvellement de la classe politique. C'est effectif depuis ce mercredi matin. La Commission électorale nationale indépendante a ouvert les bureaux de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle et les législatives nationales. Les candidats à la plus haute fonction de l'État doivent déposer, outre leur dossier, une somme équivalente à 100 000 $ américains. Si dans le camp au pouvoir, le candidat président de la République ne s'est toujours pas déclaré, à l'opposition, l'on recherche un consensus devant un nombre impressionnant de candidats. Ce qui fait dire à certains ténors de ce regroupement politique que le principe d'une candidature commune ne poserait aucun problème, mais c'est plutôt la méthodologie. Dans ces pays, parfois on se focalise sur ce qui n'est pas essentiel. La question de la candidature unique de l'opposition, certes qu'elle est à l'ordre du jour, mais je pense que c'est mettre la charrue avant le bœuf. L'opposition voudrait d'abord se rassurer de la crédibilité du processus électoral avant d'envisager une telle démarche. Parce que si aujourd'hui l'opposition se mettait à discuter sur la candidature unique, cela sous-entendrait qu'elle est d'accord avec le processus électoral.
les élections, c'est le 23 décembre 2018. Donc, les gens peuvent poser leur candidature comme ils veulent, mais après, il y a une place pour des discussions, pour des négociations et pour certainement avoir un candidat commun. Vous entendez aussi, il y a des gens qui viennent avec la proposition du cardinal Mosengo ou du docteur Mukwege comme candidat commun. Donc tout ça, il faut que nous puissions le mettre sur la table pour en discuter. Continue pour arrêter continuer cette démarche unitaire qui doit être programmatique, stratégique, pour nous amener à l'alternance avec un candidat commun. Donc c'est un travail qui avait commencé déjà et qui va continuer et jusqu'à ce qu'on va arriver à l'élection du 23 décembre avec un seul candidat. Ça voudrait dire que prochainement, nous pourrons arriver à désigner un candidat unique de l'opposition. Ce n'est pas difficile. La politique n'est pas statique, mais elle est dynamique. L'opinion aura-t-elle droit au spectacle de 2011 où le compromis autour d'un candidat commun à l'opposition était impossible, ou cette fois-ci, les égos vont se taire au profit de l'intérêt général? Une question qui mérite bien une réponse. Merci Alain Boma et toute la rédaction pour ces sujets qui font la une des journaux ce mercredi. Jean Bedel Ioka est avec moi, c'est mon invité. Il est directeur des études à l'Institut national des archives. Et oui, aujourd'hui, on va parler archives. Beaucoup d'entre vous s'en foutent. À la limite, ils se disent qu'est-ce qui est là aujourd'hui, Mamina, à nous amener quelqu'un pour parler des archives. Les archives, c'est important parce que sans les archives, un État peut disparaître. Et je voudrais vous garantir qu'avant d'accepter de le recevoir dans cette émission, je me suis posé la question de savoir si c'était utile qu'on parle des archives. Si cette émission n'allait pas faire flop, il m'a rassuré qu'il allait ici vous donner envie d'avoir des archives dans votre entreprise et d'aller consulter les archives dont dispose l'État congolais. Parce que l'État congolais dispose d'archives dans ce qu'on appelle Institut national des archives. Monsieur Ioka, bonsoir. Bonsoir, Madame Amina. Alors, je voudrais que déjà, à la première question, que les gens puissent rester, qu'ils ne puissent pas zapper. Dites-nous pourquoi faut-il des archives d'abord pour notre pays? Le pays, c'est une macrostructure. On peut d'abord commencer déjà au niveau de l'individu. Un individu, tout ce que nous faisons, déjà l'activité que nous sommes en train de réaliser à l'instant, constitue une archive, une activité d'archive. Parce que l'archive, c'est tout ce qui trace l'activité d'un individu, d'un groupe d'individus, d'une organisation. Et toute notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, elle est tracée, elle est marquée. Et l'ensemble des actes qui nous permettent de constater, d'établir notre fonctionnement, cet ensemble d'actes-là, d'informations, des documents, sont ce qu'on peut globalement appeler archives. À titre personnel, je prends le cas d'un gars qui n'a pas son certificat de naissance, ça veut dire qu'il n'a pas d'archives et il aura du mal à prouver qu'il est né quelque part pour prétendre, par exemple, à être embauché ou à des titres de voyage. Vous l'avez bien dit, vous l'avez bien dit. D'abord, chacun de nous devait avoir des archives personnelles. Absolument. Je l'ai bien dit, tout ce que nous faisons chaque jour, tout ce que nous réalisons comme activité dans notre vie quotidienne, dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle, nous le marquons, nous actons ça par des documents, une série d'informations documentaires qui permettent de reconstituer notre parcours. C'est bien ça de l'archivage. Voilà. Et donc, nous prenons le cas de ce type qui n'a pas étudié, mais cette personne est née quand même quelque part. Certificat de naissance. Certificat de naissance, cette personne va à l'hôpital. Cette personne peut signer un contrat à un moment ou à un autre. Et il peut se retrouver locataire ou propriétaire d'un titre quelconque qu'il devra bien prouver. Eh bien, il faut qu'il y ait un document qui trace
qui établit sa propriété sur son véhicule, sur son téléphone, sur, on va dire s'il a passé un contrat de bail par exemple, il l'a signé pour dire que je paye 500 $ au lieu de 300. C'est bien de l'archivage. Et donc, pour dire que c'est faute de tracer, de soutenir par de la documentation rigoureuse notre activité qu'aujourd'hui, nous avons du mal, dans le cas de notre pays, à ne serait-ce que dire qu'est-ce que j'étais il y a 2 mois, il y a 3 mois. On n'a qu'à se demander, à titre, sur le plan individuel, aujourd'hui, c'est lorsque on a besoin, vous avez parlé de titres de voyage, lorsqu'on a besoin d'aller se chercher un passeport, que l'on se souvient qu'il faut avoir tel ou tel autre document. Certificat, attestation de nationalité, voilà, par exemple. Tout ça. Et généralement, on ne s'en souvient que lorsqu'on en a besoin. Lorsqu'on veut déposer une demande d'emploi, on a besoin que l'on reconstitue son CV avec telle preuve de tel parcours, etc. C'est en ce moment-là que l'on se souvient qu'il faut avoir son diplôme que l'on a eu, il faut prouver que l'on a eu un contrat à tel endroit ou à tel endroit. Déjà, la correspondance que l'on adresse à son employeur pour demander cet emploi-là, excusez-moi, est une archive. Donc, bref, l'archive est toute trace physique, audiovisuelle, qui marque, qui trace l'activité d'un individu ou d'un groupe d'individus. On a parlé de naissance, on peut aussi parler de décès. Quand on demande à quelqu'un de prouver que son père est mort il y a 5 ans ou 10 ans, pour peut-être accéder à son assurance vie, par exemple, qu'est-ce qu'il fait pour prouver que son père est effectivement mort? Tout simplement. Et si on peut monter progressivement au niveau des organisations. Nous sommes ici dans une entreprise, B1, qui a été constituée par une association qui peut être multiple ou que c'est simplement un actionnaire ou un associé individuel. Il y a eu un capital qui a été constitué pour monter cette entreprise. Eh bien, pour tracer la constitution de B1 entreprise qui permet que B1 soit géré au jour le jour, B1 a un personnel qui l'a recruté. B1 a une gestion de ce personnel-là. B1 réalise, je le disais, nous sommes présentement en train de produire une activité qui doit être, qui doit marquer, qui doit établir, on va dire, ce que fait B1. Tout ça sont bien des archives. Ce document est une archive audiovisuelle. Le dossier du personnel de Madame Mamina et son dossier de recrutement constituent l'ensemble des archives sur base desquelles B1 va se fonder pour suivre d'où est-ce qu'elle est venue, comment est-ce que par exemple elle doit avoir une rémunération, une promotion ou tel ou tel autre droit. Donc notre activité de chaque jour, je redis, est constituée et fondée autour de la gestion et la conservation des archives. Faute de le faire, on ne sait pas reconstituer ce que nous faisons et établir tel ou tel autre droit. Sur le plan national, nous voyons tout ce qui se passe au niveau et de la justice et des propriétés, on va dire foncières par exemple. On va dire, Nambo Kanabiso, loi et égalité, justice et égalité. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la vérité judiciaire n'est pas forcément égale à la vérité sociologique. Ben, pour gagner un procès, pour établir un droit, lorsqu'on a été épouse d'un défunt et qu'on est... on est spolié dans ceci ou dans cela, il faut bien établir cela. Pour l'établir, il faut bien, en justice, prouver que j'ai été marié, voilà, mon titre de mariage est celui-ci, le régime matrimonial est celui-là, je suis avec monsieur depuis autant de temps, et c'est sur cette base-là qu'on va vous reconnaître comme étant héritier de tel ou de tel autre degré. Okay. Alors, il ne faut pas que les archives soient un gros mot qui fait peur aux gens, étant donné qu'on l'a compris avec ces premières questions, vos premières réponses, que les archives sont tout simplement, comme le dit le dictionnaire, un ensemble de documents qui vous permettent de prouver
vos droits ou de témoigner de certaines activités. Absolument. On a parlé de naissance, on a parlé de mariage, on a parlé de propriété et de scolarité, on a parlé de toute la trace de l'activité humaine. Chacun dans un tiroir ou même dans un coin de sa maison ou de sa chambre devait avoir des archives personnelles. Absolument. Et nous le sommes. Ce n'est pas un concept qui ne concerne que les autres, que les grandes boîtes ou les institutions ou l'État. J'ai commencé par dire qu'on commençait par archiver cet intérêt-là, se rapporter d'abord à des individus. Et lorsqu'on dit que nous sommes dans une société à culture orale, une société de l'oralité. Ça, c'est dramatique. Et c'est ça qui ne nous permet pas toujours, nous l'avons répété depuis le début de cette émission à plusieurs reprises. Nous avons parlé du droit. Il est là question d'établir un droit. Il est là question d'établir un parcours. Il est là question d'établir une mémoire d'une activité. Et c'est ça qui soutient l'existence même de l'homme, de l'individu, jusqu'aux organisations. Alors, lorsqu'on est individu, Madame Mami Nama Senghou est née. Nous allons, pour nous reprendre encore sur ce que nous avions dit en début d'émission, elle doit pouvoir tracer son parcours scolaire. Quel est-il ? Elle a étudié dans telle école. Son titre académique actuel, quel est-il ? Pour pouvoir, dans les débats, prouver qu'elle est bien diplômée en sciences de l'information et de la communication. Par rapport à un autre qui est diplômé, je ne sais pas, en chimie, par exemple. Mami Nama Senghou a été recrutée dans B1. Mami Nama Senghou a dans sa famille ceci ou cela. Et la fille de, et de, tout ça constitue des archives individuelles que Madame Mami Nama Senghou fait conserver à son niveau. Voilà pourquoi on exhorte, on pousse les gens à aller enregistrer les nouveau-nés à l'état civil, à se marier à l'état civil. Absolument. Pour plus tard prétendre toucher à l'héritage, par exemple, du défunt mari ou pour la scolarité, etc. On a besoin de ces archives. Voilà. Et donc, comme vous disiez, et nous le disons depuis le début, l'archivage et l'archive fait partie de la vie quotidienne. C'est le quotidien des Congolais, de tout individu, qu'il soit d'ici ou de l'étranger. Et il faut que nous nous habituions à ce mot-là, qui n'est pas quelque chose qui est tiré par les cheveux, dont la valeur est quelconque. Et donc l'INACO, l'Institut national des archives du Congo, a été justement créé après l'existence depuis 89 jusqu'en 2015, année de la création de l'INACO, donc l'existence des ARNACO, les anciennes archives nationales, dont le fonctionnement a rencontré des limites en termes aussi bien d'encadrement des mécanismes généraux, de gestion, d'organisation, de sensibilisation quant à la conservation, l'enjeu, l'intérêt des archives, qu'en termes de moyens, et les moyens en termes légaux, le cadre légal et réglementaire, et les moyens en termes matériels et opérationnels face à ces limites qu'a rencontré les anciennes archives nationales du Congo. L'INACO a été créé pour travailler, relever ce challenge qui est fondamental, parce que la mémoire d'une nation, qui est constituée d'abord par la mémoire de l'ensemble de ses citoyens, il faut que l'on soit aujourd'hui en mesure. Mami Nama Senghou, quels sont ses arrière-parents, par exemple? Ok, alors l'Institut national des archives, c'est la mémoire de l'État, on l'a compris. Et c'est là-bas qu'on peut faire des recherches historiques. En effet. Donc pas seulement par les étudiants, mais par même les chercheurs. N'importe quel citoyen. Tout à fait. Et pour garantir une certaine transparence des activités de l'État. Ouais, on vient chez vous. Il y a des besoins. Pour des recherches d'abord et pour la transparence des activités de l'État. Oui, je dirais c'est deux fonctions fondamentales, si pas trois. La première fonction, elle est celle de la traçabilité de l'activité. C'est ce que nous disons depuis le départ. La deuxième fonction, elle est celle d'établir, de disposer des éléments de preuve d'une activité pour soutenir aussi bien la gouvernance,
l'activité de l'État, pour qu'une gouvernance soit soutenue, soit appuyée, il faut que chaque ministère, par exemple, chaque administration, par exemple, puisse avoir la tenue régulière et rigoureuse de ce qu'elle fait. Parce que sinon, comment est-ce qu'on soutient la décision de monsieur le ministre qui doit prendre tel arrêté ou telle décision par une correspondance ou par tel autre acte administratif? Ça, c'est des archives internes aux institutions, par exemple. Des archives... Okay. Ouais. Alors, j'allais revenir. Je commençais par là, l'amont, pour revenir rapidement sur ce que conserve et ce que fait l'INACO. Pour dire que, donc, ce travail d'encadrement, l'INACO assure un travail d'encadrement, aussi bien des institutions, publiques et privées, que des individus, sur le comment conserver, sur le pourquoi conserver. Alors, une fois que ce travail est fait, au même moment que ce travail est fait, l'INACO fait un travail de conservation, ce qu'on pourrait l'appeler le conservatoire de la mémoire nationale. Ça veut dire que lorsque les archives qui ne sont plus administratives, qui ne sont plus utilisées au sein des administrations, celles qui sont importantes pour des besoins d'histoire, de recherche et de science, au bout d'un délai quelconque, sont versées au Conservatoire national, et là, on va tracer le parcours, la mémoire d'une nation. Donc c'est un travail qui se fait en amont, au niveau de la production des administrations, et en aval, au niveau de la conservation, pour écrire l'histoire, tracer la culture et soutenir toute activité, on va dire, mémorielle d'une nation. Je prends un exemple, un documentaire qui avait été diffusé pendant longtemps sur la RTNC3, la chaîne des institutions. Est-ce que dans vos archives, on peut retrouver les traces de ce monsieur Boimbo qui avait arraché le sabre du roi? Est-ce qu'on a des traces dans les archives nationales? Bien, il y a, concernant le cas de M. Boimbo, effectivement, il y a quelques documents, quelques archives le concernant. Sur mon bureau, par exemple, lorsqu'on arrive, on voit bien, on sait voir dans un coin de mon bureau une photo de M. Boimbo essayant de s'échapper avec ce sabre-là du roi des Belges. Et il faut reconnaître, et je le disais, c'est ce pourquoi, c'est l'enjeu de la réforme qui a mené à la création de l'INACO en décembre 2015, c'est au fin de reconstituer de façon plus ou moins intégrale, c'est un challenge, c'est un objectif à long terme, reconstituer donc la mémoire continue de la nation depuis la période pré-belge, pré-léopoldienne, la période léopoldienne et ICE, etc., la période coloniale et la période, on va dire, du Congo, Zaïre et Congo indépendant. Et ce fonds-là, actuellement, il est à reconstituer. Une bonne partie du fonds est encore disponible à l'étranger, en Belgique par exemple, et dans certaines archives au Vatican, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Un travail est en train d'être fait avec les pays de l'Union européenne, par exemple. Il y a un accord qui a été trouvé pour que la RDC puisse, le moment venu, reprendre une partie, si pas des originaux, mais tout au moins des copies, aussi bien physiques qu'électroniques, de son fonds d'archives traçant l'activité nationale. Alors, ce que fait l'INACO maintenant, c'est ce travail de reconstitution de cette mémoire-là. Nous acquérons certaines archives qui sont propriété privée, des gens qui viennent les déposer. Nous sensibilisons l'objet de cette émission, les personnes de venir les verser. Nous recevons, dans le cadre du fonctionnement normal de l'INACO, des archives venant des administrations, à l'issue des inspections que nous menons. Il y a également un fonds d'archives disponible. Donc, quand on passe par l'INACO, on sait retrouver un fonds déjà disponible, mais il est encore à reconstituer. Si je comprends bien, les archives de la colonisation se trouvent encore en Belgique. Une certaine partie, une certaine partie également est ici au Congo, dans les dépôts de l'INACO. Et il y a beaucoup à dire sur les conditions de conservation des archives ici au Congo. En effet, il y a beaucoup à dire. Et encore une fois, je vais avoir tendance à revenir tout le temps sur cela. C'est ce pourquoi l'INACO a été créé. Parce qu'une archive est un document, quelle que soit la forme sous laquelle elle est conservée. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut reconnaître que depuis des années, les archives ont été laissées à l'abandon.
En effet, c'est une évidence, c'est une vérité, c'est un secret Conservé polichinelle, dans j'allais des dire. conditions pitoyables. En effet, on n'a qu'à voir comment est-ce que ces documents sont stockés dans les couloirs des administrations publiques, et on se rend bien compte de la précarité dans laquelle ces documents sont conservés et la difficulté qu'il y a à reconstituer aussi bien la preuve que la mémoire. Et l'INACO est justement là pour que déjà en son sein, les conditions de conservation de cette mémoire de la nation dans ses entrepôts déjà à lui-même, ces conditions soient réhabilitées, parce que je disais que la conservation d'une archive, quelle que soit la forme, en électronique, en physique ou en audiovisuel, répond à des exigences de température, de climat, etc., etc. Il y a toute une architecture des bâtiments devant conserver les archives. Et donc, nous y travaillons. Je pense que des efforts évidents sont en train d'être déployés depuis il y a bientôt 2 ans et demi. Et au sein des administrations qui produisent les archives, aussi bien les administrations publiques que les administrations privées, le travail est celui de la sensibilisation, mais le travail est également celui du contrôle des conditions de conservation des archives, pour que, une fois que ces conditions constatées précaires, nous le savons, l'INACO travaille avec ses équipes techniques pour aider les administrations à améliorer ces conditions de conservation. La compréhension n'est pas toujours facile, mais nous faisons comprendre aux gens que le fonctionnement des organisations, quelles qu'elles soient, nous l'avons dit en introduction, est fonction de la manière dont ces archives sont conservées, parce que ces archives sont la trace de l'activité, ce sont ces archives qui conservent, qui assurent en fait la bonne gouvernance, la bonne gestion des organisations. Si aujourd'hui, nous prenons le cas simple d'une entreprise commerciale qui associe des financiers qui ont fait des dépôts comme associés ou comme actionnaires, cette activité génère de l'argent, des bénéfices, etc. Comment est-ce que l'on va se rassurer de l'activité qui est menée au jour le jour, que l'on a réalisé au bout de l'exercice comptable des bénéfices de tel ordre? C'est lorsque simplement l'on a assuré un bon archivage. Lorsque cela n'est pas fait, et c'est cela que nous vivons, nous avons connu récemment une des plus grandes banques de notre pays qui est tombée en faillite parce que, entre autres, la gestion et la conservation des documents étaient mal assurées. Si bien qu'à un certain moment, l'on ne sait plus retracer un mouvement financier, un dépôt bancaire de tel ou tel autre client, il était de quel ordre, il a produit quel bénéfice, etc. En ce moment-là, on se mêle les pinceaux, passez-moi l'expression, c'est faute d'assurer de l'archivage. Donc, l'archivage n'est pas une activité quelconque. Et ce qui est malheureux, c'est que jusque-là, on a eu tendance à penser qu'elle fait partie des activités tertiaires, qu'il fallait négliger au sein des organisations. C'est le cousin, la personne dont on n'avait pas besoin, dont on ne voyait pas l'utilité, dont on voulait se débarrasser ou qu'on voulait punir, que l'on envoyait comme gestionnaire des archives. Et des archives, des documents n'étaient utiles que pendant le temps de leur traitement sur le bureau du chef. Et dès lors que ce document est déclassé du bureau du chef, on oublie qu'on va en avoir besoin dans 1 mois, dans 2 mois, dans 5 ans, pour soutenir une action, une décision ou pour défendre un droit. C'est bien ça la problématique. Et ce que nous faisons, c'est qu'au niveau opérationnel, 3 dimensions. La première dimension, elle est en termes d'action technique. Cette action technique consiste à travers les experts de l'INACO, par un travail qui est amorcé en amont par des inspecteurs, parce qu'il y a un corps d'inspecteurs à compétences restreintes en matière d'archivage qui est institué au sein de l'INACO, qui fait le constat des conditions de conservation. C'est la première dimension. Nous établissons les irrégularités de tenue des archives, nous faisons des recommandations et nous aidons à redresser ces conditions-là. Vous l'avez déjà fait où? Nous le faisons, nous sommes en train de travailler présentement avec le ministère des Finances. Au niveau public, nous avons bouclé pratiquement les états des lieux des administrations publiques. Au niveau privé, nous avons travaillé avec des banques. Là, à l'instant, nous sommes en train d'accompagner la banque BGFI Bank
pour laquelle nous assurons la gestion, le redressement des conditions de conservation. Nous avons accompagné Robank. Nous avons été reçus par l'association des banques pour leur expliquer, et ils ont compris ce que je suis en train de vous dire, pour dire qu'aujourd'hui, la fonction archivistique a une valeur fondamentale, tout autant que le sont les fonctions, les fonctions du travail et la fonction du travail. Parce qu'on a besoin, dans une organisation, d'investir en termes de travail, la ressource humaine. On a besoin d'investir de l'argent, le capital, pour actionner, générer une production, mais on a besoin que cette production soit soutenue par l'information documentaire. C'est de l'archivage, sans lequel tout ce que l'on fait est perdu. Est-ce que les gens ont encore confiance aux archives nationales pour venir y verser leurs propres archives, les institutions? Cette confiance, il faut le reconnaître qu'à un certain moment avait souffert. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de réhabiliter cette confiance pour que les gens sachent que, en termes de conservation de la mémoire de la nation, c'est là qu'il faut stocker pour que notre histoire ne soit pas perdue, notre histoire soit écrite. Et pour que les gens, cette confiance soit effectivement réhabilitée, les gens ont besoin de voir, un, la qualité des prestations des services, deux, le sérieux dans lequel et la qualité des services fait partie, le sérieux que vous mettez dans ce travail de conservation des archives. Et c'est ce qui est en train d'être fait, et je pense que quand je vous cite des institutions privées comme des banques qui font confiance en appelant l'INACO à leur prêter main forte pour organiser leurs archives, c'est une belle preuve de la rigueur du sérieux que nous mettons dans ce que nous faisons. Et au niveau public, en effet, nous sommes un service public. Et ce que nous faisons, c'est de mériter la hauteur qu'on attend de nous en termes de mission de conservation et d'aide à la gestion de cette information documentaire essentielle et sans laquelle aucune activité n'est possible. À l'heure actuelle, il ne faut pas le nier, hein, on l'a dit il y a un moment, les vestiaires ou les locaux dans lesquels sont conservées les archives sont complètement pourris. Est-ce qu'il y a des engagements fermes pour des travaux de réfection, de remise en état, pour avoir les conditions qu'il faut? Les engagements fermes sont, je dirais oui. Je dirais oui, et vous allez me dire qu'est-ce qui le prouve? Est-ce que ce n'est pas des paroles en l'air? Je réponds, la première chose a été, au niveau gouvernemental, d'amorcer cette réforme-là en 2015. Il fallait une structure qui ait la couverture et le poids légal et réglementaire suffisant pour actionner, engager ce travail-là, parce que le travail de la conservation des archives est un travail très harassant, mais très onéreux. Il faut beaucoup de ressources en termes financiers et en termes humains et matériels pour prétendre à une bonne conservation des archives, aussi bien au sein des administrations publiques et privées qu'au niveau national. Et donc, il fallait que l'INACO dispose d'un cadre légal et réglementaire suffisant. Le statut, le décret qui a fixé son statut, lui a donné ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, contrairement aux ARNACO qui étaient un service décentralisé, un service spécialisé pardon, du ministère de la Culture, l'INACO est un établissement public. Établissement public veut dire autonomie de gestion, autonomie financière, autonomie d'action. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'à côté de ce statut-là, une série d'actes réglementaires des arrêtés qui devaient porter mesure d'application de la loi de 78, parce que c'est aussi ça qui avait posé problème, de 78 jusqu'en 89, année de la création des ARNACO. Et de là jusqu'en 2015, il n'y avait pas de mesure d'application de la loi de 78. Et ce qui faisait que le cadre d'action des ARNACO n'était pas encadré, soutenu. Il ne savait pas porter son action et le justifier par rapport à des textes réglementaires qui sont péremptoires. Je parlais de financement parce que en clair, vous avez besoin d'argent. Le financement, ça ne tombe pas comme ça. Les financements, pour que ça tombe, il faut qu'il y ait un cadrage crédible
qui justifie, d'abord qui appelle l'argent, qui fait créer de l'argent ou qui peut porter un investisseur, un partenaire à vous faire confiance. C'est comme ça que je vous présente ce cadrage global. Et ceci fait, l'INACO aujourd'hui a les capacités et les moyens en termes légaux et réglementaires d'opérer. Troisième phase, c'est qu'il faut disposer du personnel technique. Et ce personnel-là, déjà, il y a un personnel compétent des anciennes archives nationales qui avait des techniciens qualifiés qui a été repris, et un personnel jeune qui est associé à cette aventure, à ces challenges, en intégrant des fonctions nouvelles. Aujourd'hui, on parle de l'archivage électronique, parce que le seul archivage physique ne suffit plus. Considérant la nécessité, par exemple, de la célérité dans la gestion, l'exploitation, l'accès à l'information, il faut utiliser l'outil informatique. Il y a cette nouvelle donne-là qui rentre en ligne de compte. Il y a donc un personnel jeune, en plus du personnel ancien repris des archives nationales, qui constitue la nouvelle équipe qui est sur terrain. J'en fais moi-même partie de la nouvelle équipe. Alors, au-delà de ça, c'est la problématique, celle à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, la disponibilité des moyens. Comment disposer les moyens? Premier moment, premier cadre de mise à disposition des moyens, c'est l'INACO lui-même, au travers les ressources réglementaires qui sont fixées par ses statuts, parce que ces statuts lui permettent de mobiliser par ses propres moyens au travers des prestations de services, donc des ressources financières, ça c'est une première dimension, et l'activité d'archivage étant une activité rémunératrice et onéreuse, l'INACO assure des prestations de services. 1. 2, les subventions de l'État, parce qu'en tous les cas, l'INACO est un établissement public, et donc un service public, donc rendant des prestations de services publics attend des financements publics. Et dans ce cadre-là, l'État met à disposition, ou est censé mettre à disposition, des ressources. Et troisième dimension, c'est que des partenaires qui comprennent l'intérêt, l'enjeu de cette problématique d'archivage, aussi bien pour soutenir la gouvernance. Et ça, il faut vraiment insister. Les partenaires au développement parlent bien ici de la bonne gouvernance judiciaire, bonne gouvernance économique, etc. Mais tout ça ne peut pas se faire, nous l'avons dit, si un bon archivage n'est pas assuré. Parce que la gouvernance, vous la soutenez avec quoi? Avec de la preuve. Et la preuve qui est établie par quoi? Par des archives, la trace de l'activité du DG de hier, du ministre d'avant-hier ou du délégué général actuel. Et c'est comme ça que le message, et je profite de votre plateau pour passer ce message-là, que dans tous les programmes de développement, il est essentiel que les gens comprennent qu'en même temps qu'ils mettent de l'accent sur des formations, sur l'acquisition des bâtiments, etc., ou telle autre fonction, la fonction archivistique est fondamentale et l'INACO est pour cela l'expert national. Vous n'avez toujours pas dit s'il y a des promesses fermes d'argent pour la remise en état de vos bâtiments. Nous travaillons sur ça. Nous travaillons sur ça avec le gouvernement. Okay. Nous travaillons sur ça avec le gouvernement, le ministère des Travaux publics qui gère les bâtiments civils. Nous y travaillons pour que, effectivement, des espaces de travail et de conservation optimale soient mises à la disposition, mais ce n'est pas encore le cas, il faut le dire. Il faut le dire, et ce qu'il faut également le dire, c'est que pour un pays comme la RDC, en effet, nous devons avoir des bâtiments d'archives à la mesure aussi bien du prestige d'un pays comme nous, que à la mesure de notre capacité de production documentaire. Parce que les archives sont produites au niveau des administrations, donc conservées pendant le délai administratif. Mais les archives de mémoire, lorsque elles sont versées, au bout de telle période ou telle période aux archives, le dépôt que nous avons, il ne répondrait même pas à la conservation des archives de 3 communes pendant 5 ans. Je prends l'exemple d'un étudiant qui fait des recherches sur les anciens ministres du genre, par exemple. Ils viennent chez vous, ils trouveront quoi? Ils vont trouver déjà ce répertoire-là. Évidemment, heureusement que vous l'évoquez, vous évoquez ce cas spécifique. Il y a, je pense, 1 mois et demi, un fonctionnaire du ministère des Finances
je crois qu'il y a une revue qui est éditée ou qui a été lancée sur les questions économiques. Ils avaient besoin de tracer justement le palmarès de l'ensemble des ministres des Finances et les différentes variations en termes d'appellation du ministère des Finances. Ça a été Finances, Tout ça se budget, trouve etc. chez vous. Vous avez tout ça chez vous. Il a bien été étonné que 24 heures après, il est revenu, il a trouvé toutes ces traces. Il a eu ses réponses. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le Congo profond? Parce que là, on parlait de Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa. Oui, ce qui se passe pour le Congo profond, je l'ai dit, qu'il s'agit bien d'un challenge. C'est un travail de très longue haleine, mais déjà la solution est au niveau du montage du projet, qui a prévu le déploiement national de l'institution, qui ne va pas se limiter qu'à Kinshasa. Et à Kinshasa, il ne va pas se limiter qu'au niveau des administrations, on va dire, centrales. On va se déployer, il y a un déploiement géographique sur l'ensemble du pays. C'est comme ça que le statut prévoit que nous ayons 26 antennes provinciales, en plus de la direction générale. Donc nous aurons des antennes à travers la République. Et là, présentement, nous avons déjà 3 antennes. 2 antennes dans le Bas-Congo, une antenne à Moanda, une antenne à Matadi. Les gens comprendront pourquoi est-ce que ces 2 antennes dans le Bas-Congo, parce que l'histoire, on va dire, entre guillemets, moderne de la RDC a commencé par là. C'est comme ça qu'il y a un fonds important qui est de l'autre côté et il y a une antenne qui est là. Il y a une antenne que nous avons également ouverte à Kikwit, dans l'ex-Bandundu. Nous nous déployons à la mesure de la disponibilité des moyens que nous captons ou nous générons. Mais en effet, il faudra couvrir l'ensemble de la République. On ne peut pas terminer sans parler des archives d'une télévision. Biwana, ses archives. Une télévision, c'est d'abord une affaire d'archives. Vous conseillerez quoi aux archivistes des organes de presse? En 2-3 mots, et on termine par là. 3 choses. La première, c'est de dire que l'INACO est un partenaire à la disposition de toutes les administrations qui produisent des archives. Et donc, l'INACO peut déjà venir avec ses experts pour donner des conseils pratiques en termes de gestion. Deuxième chose, c'est de dire qu'il faut, pour une maison comme Biwan, disposer d'un service d'archives. Et le service d'archives fonctionne comment? Fonctionne autour des instruments de conservation et de gestion des archives. Simple. Il faut qu'il y ait un espace de conservation. Vous êtes dans l'audiovisuel. Déjà, il faut que vos supports audiovisuels soient rigoureusement classés dans un environnement qui offre la sécurité nécessaire pour pas qu'une cassette, celle-ci, par exemple, que nous sommes en train de produire 2 mois après, elle ne soit plus lisible. Elle ne le serait plus simplement parce que les conditions dans lesquelles cette cassette serait conservée ne sont pas optimales. Et avoir un document qu'on appelle un plan de classement et un répertoire qui vous permet tout ça à facilement localiser. On a besoin de l'émission des briefings de telle date et de telle date, on l'a bien, etc. Il est à portée de main, aussi bien en physique qu'en électronique. Ça, c'est faisable. Hein. Quand je cherche des émissions, mon tout premier débriefing, c'était il y a 5 ans, je le retrouve. Ah ben c'est très bien, c'est que vous faites bien de l'archivage et vous voyez comment ça vous facilite. Lorsque demain, ou le candidat président ou le président de demain était votre invité d'il y a quelques années, ça fait toujours un plaisir et en même temps une question de mémoire de le revoir. Absolument. Et de vous le représenter. Tiens, parlant de ça, on a rediffusé une ancienne émission de Bruno Tshibala au lendemain de sa nomination comme Premier ministre. C'était un débriefing d'il y a 4 ans, je crois. Et vous mesurez la valeur symbolique et mémorielle d'un tel document pour dire que sans archives, on ne peut rien faire. Et il faut, et c'est cela notre travail, que les gens comprennent qu'il faut travailler autour des archives. On vit avec les archives. Notre vie est autour, soutenue par les archives. Sans archives, il n'y a rien à faire. Merci beaucoup, Jean Bédel Yoka, d'être passé dans ce débriefing, directeur des études à l'Institut national des archives du Congo, INACO. C'était un bonheur d'être avec vous, d'apprendre toutes ces choses sur les archives. Un pays sans archives est un pays à demi-mort. Qui se meurt.
Il n'est pas à demi-mort, il est mort. Il est mort. Tout simplement. Tout simplement. Et je peux peut-être passer un petit mot, si vous me permettez, là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on se projette pour être Congo, pays émergent à horizon 2030. On le fait avec quoi? Il faut que tous ces portefeuilles ministériels, tous ces projets de développement dans tel secteur ou tel secteur soient écrits et conservés et que l'on soit en mesure d'évaluer, parce qu'il faut que l'on évalue le parcours pendant que l'on est en train de travailler. Tout ça s'assure au travers de l'archivage.